du grand frisson d'Antenne de Midi est venu, Patrick Esther est allé à la rencontre d'un fantôme. Dominant de ses hautes tours la plaine de l'Allier, se dresse depuis 8 siècles le château de Vos. Est-ce que j'ai vu un fantôme? Je ne sais pas. Je sais que j'ai vu une manifestation de type lumineux. Le château fort de Vos dans l'Allier, une légende attire bien des curieux et même des chasseurs de fantômes. Un tout petit peu. Non, c'est bon. Dans mon enfance, j'habitais à Gannat l'hiver, à Targé dans le château de Verzin, à côté de Vos. Donc on allait les week-ends souvent avec mon père pour voir nos gardiens, les gardiens de la famille depuis des générations. On allait jouer, moi j'avais entre 5 et 12 ans, voilà, c'est dans cette période-là qu'on y allait. Je suis originaire du village de Vos. J'ai passé mon enfance et je suis venue dans cette école, puisque là nous sommes dans la salle d'école. Mes grands-parents ont passé leur vie au château de Vos. Mes arrière-grands-parents étaient métayers dans une ferme du château de Vos. Le château, de toute façon, la nuit, c'était un gros bâtiment. Il m'est arrivé d'aider mes grands-parents. J'avais peur, parce que j'avais peur que des gens se cachent derrière les doubles rideaux. J'ai vécu dans le château de Vos pendant l'année 2024 et j'ai réalisé en parallèle des recherches et notamment il y a eu quelques découvertes aussi en parallèle. On considère que le château a été construit en l'an 800. Il est fréquemment dit que Charlemagne l'aurait fait construire pour son fils Louis le Débonnaire et construit une forteresse féodale. Le village de Vos n'existerait pas sans l'église et le château, parce qu'ils sont un peu liés. Autrefois, pratiquement, tous les habitants du village travaillaient au château, soit à temps plein, soit pour aller faire certains services, mais c'est le château qui a fait le village. Vous trouvez encore des vieilles familles d'indigènes, les gens qui habitent le pays, c'est des indigènes, qui ont travaillé à Vos à en faire ce qu'il en était début 20e. Des yeux qui pétillaient des personnes quand ils s'occupaient de la sellerie du château avec leurs chiens. Je me rappelle comme si c'était hier. Ce château, c'était un vrai musée. Il était magnifiquement meublé, bien sûr, par les différentes générations. Les Cadiers de Vos, c'était une très ancienne famille du Bourbonnais, donc ils ont été propriétaires de Vos à partir de 1700. Mais tout en étant propriétaire, il n'y habitait pas forcément. Ce qui l'a sans doute sauvé à la Révolution. Les jardins étaient dans un état remarquable.
L'intérieur du château, vous ne trouviez pas une poussière, vous ne trouviez rien. Très très bien entretenu. C'était l'emblème de la famille Vos. Ça a été une désolation, bien sûr, quand mon grand-oncle a voulu s'en séparer. Il était âgé, ses enfants n'étaient pas intéressés pour reprendre. Il y avait beaucoup de travaux, malgré tout, à faire. Il a vendu donc tout ce mobilier pendant 3 jours. Et après, on avait un bâtiment qui était vide. Délabré parce qu'on avait arraché tous les tissus au mur, vraiment saccagé. Nos fantômes, c'était ces housses blanches qui étaient sur le mobilier à l'intérieur des salles du château. Mon grand-oncle a mis 2 ans à trouver un acquéreur pour une somme vraiment très très modique, mais la charge du repreneur de remettre en état le château. Et ensuite, en 1972, donc, le château a été vendu à M. Tagory de la Tour. On n'arrivait pas bien à savoir quelles avaient été sa profession et ce qu'il avait fait dans le passé, parce qu'il racontait beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas vérifier de toute façon. Il faisait notamment régulièrement des tours à l'intérieur de son château. Lorsqu'il faisait ces tours, il remarquait des choses un peu étranges, de bruit, etc. Et il associait notamment un peu son histoire à chaque chose qu'il percevait dans le château. Et 2-3 ans après, il nous a parlé d'un fantôme. Si on ne connaît pas bien ce sujet, on voit une lumière. Après, quelquefois, on peut bien se rendre compte que ce sont des coutures, des visages, ce sont de certaines traits humaines. Il y a un truc qui bouge. Ah putain, ça craint. Je revois. Ça y est, je revois. Pour mener l'expérience et tenter de rencontrer le légendaire fantôme... Les gars, j'ai le détecteur EMF qui s'excite. Bonsoir, je m'appelle Marie et Sarah est avec moi. On m'a touchée. Vous êtes au presbytère de Ghana, dans l'Allier, s'il y a besoin de le préciser. Et Vos fait évidemment partie de ce grand secteur paroissial. En moyenne d'âge de Vos, il y a quelques jeunes foyers qui se sont installés, mais c'est quand même un peu ancien, comme dans toute la région campagnarde, on va dire. Comme les journaux en parlaient de temps en temps, je regardais que dans Vos, il y a un grand château et il est, paraît-il, hanté. C'est tout ce que j'en sais. Si vous parlez de Vos, on ne connaît pas. Vous parlez de Lucie, ah oui, château de Vos. Pour vous, c'est un fantôme. C'est ce qu'on appelle un fantôme. Ça a d'ailleurs été photographié pour la première fois. On a pu tirer des clichés. Il y avait certains week-ends où on avait du mal à se garer à Vos, tellement il y avait de monde. Il y a eu une époque où il y avait beaucoup de personnes qui venaient la nuit pour voir le fantôme. Oh là, elle s'est approchée, hein. Ah mais c'est dingue. Ah oui, s'approcher, oui. Pour vous résumer la légende, concrètement, c'est une domestique nommée Lucie qui arrive au château. À ce moment-là, la légende dit que Guy de Daillon et Jacqueline de Lafayette géraient le château, vivaient sur place, que Lucie aurait eu une histoire de cœur avec Guy de Daillon, et qu'un peu plus tard, Guy de Daillon doit partir en guerre. Forcément, il doit laisser du coup sa femme gérer l'ensemble du château. Et c'est par ce biais-là qu'elle en aurait profité pour condamner Lucie à la sentence la plus forte, c'est-à-dire les mettre dans les oubliettes. Un peu plus tard, les villageois de Vos, à cette époque-là, auraient aperçu une lumière sur le chemin de ronde. Donc le fait de voir une lumière blanche, c'était pas normal pour eux, puisqu'on s'éclairait plutôt à la torche, à la flamme, à la bougie. L'interprétation des signes est toujours difficile, les songes, il y en a toujours eu. Il y a toujours des gens qui ont été doués pour les interpréter, et puis d'autres pas. Même Saint Paul, quand il écrit dans ses lettres, il dit, ben voilà, il y a ceux qui ont ces dons-là, des dons d'interprétation des songes des autres. Je crois que dans son histoire, l'Église a toujours été méfiante. Mais je sais qu'il y a des gens qui, effectivement, ont des dons.
Alors, j'aime bien quand ces dons-là sont vécus avec une certaine humilité et puis sans vouloir en faire un gagne-pain trop important. Lucie naquit en 75, donc elle est toute jeune, Lucie. Elle a que 50 ans. À mon avis, le propriétaire d'Agory de la Tour l'a un petit peu inventé pour faire vivre le château qui avait été complètement démeublé. Vous savez, Lucie, fantôme aussi, c'est comme un plombier. Une fois, le fantôme vient, une fois, il ne vient pas. Quand on en arrive aux légendes de Lucie, il y a peut-être quelque chose à la base qui est exact, on va dire d'une âme perdue qui ne peut pas quitter les lieux, c'est possible, et qui provoque quelques manifestations étonnantes. En 1984, et plus précisément dans la nuit du 8 au 9 août, il y avait notamment TF1 avec l'émission Contre-Enquête, il y avait France Inter avec Boulevard de l'étrange, Jean-Yves Casga notamment, et puis il y avait Télé 7 jours qui était présent avec Raymond Réan, donc le médium, et sa fille Aurore. Donc ils étaient 12 présents, ils étaient répartis sur plusieurs pièces, et il y a notamment l'un des petits groupes qui va se positionner au bout du chemin de ronde, juste à côté du donjon. Et ils vont observer un phénomène lumineux se produire, se réaliser devant eux, apparaître, se balader, traverser la pièce, faire la moitié du chemin de ronde et disparaître, tout cela en 18 minutes. Donc on est sur l'un des phénomènes qui a été les plus impressionnants à l'époque, surtout par sa longueur. Habituellement, c'est que quelques secondes. Peut-être certains ont-ils déjà fait appel pour qu'il y ait un exorcisme. Honnêtement, je ne sais pas quel serait le rituel pour dégager cette personne qui est peut-être des lieux et qui n'aurait jamais pu s'en aller. I can feel their arms and their hands around my face, my neck and my chest. So I do my best to sort of push them away. Yeah, ready. So I lived in England for 30 years and then I moved to Ireland and I lived there for 20 years. And my mother was also living in Ireland. She said, oh, I want to buy a house, but possibly in another country. And I said, move somewhere warm, yeah? I said, what about France? And pretty soon she saw at the chateau a photo of it and she instantly fell in love with it and pretty much bought it within a few months. That was in 2001. She had no idea that we had their legend. She only found out about a year later just from the locals. They would bring up the subject and she was like, what, you know? I've come because my mother is now 81 and I've come to help her. I hadn't really heard of the legend either, to be honest, but I would get emails from people telling me that, you know, did you know there's a legend attached to your castle and can we come and stay the night maybe and see if we can have some kind of investigation? So I said yes. That was how the Lucy legend entered my life. Growing up as a child in England, I was kind of obsessed with watching horror films at the ages of 5 and 6. I think one of the days I saw an ad for the werewolf in black and white on the BBC. I would insist to my parents that they wake me up so that I could watch the film and then I'd go back to get to bed. And I remember that feeling of absolute tiredness, forcing myself to get up at 11 o'clock to watch the movie. Also in England at the time, A Ghost Story for Christmas was something that was regular in England throughout the 70s, and yeah, I loved them, you know, and they used to terrify me. The strange thing is that when I got to about 19 or 20, I decided to leave all the movies and focus on something different, and when I did, I focused on music and Tai Chi, and then it just came back when I was about 40. I was kind of like at a loose end in life and I was like, do I have a passion for in life? And I thought I still have a passion for these movies and I can't really explain it. So I just started to play with Photoshop and with photos from the movies and would post them online.
And within a few months, I had directors emailing me saying, oh, would you do a poster for my movie? And so I obviously accepted, and that's what I've been doing now for 15 years. It's no surprise that I experience entities and live in a castle because I grew up obsessed with Hammer movies, and that manifested in my reality because you get what you focus on, you know. Il y a plusieurs formes d'exorcisme. C'est un vieux mot qu'on trouve bien sûr dans le vocabulaire de l'Église. Ça a comme principale action de dégager le mal. Par exemple, dans le baptême, qui est le premier sacrement qu'on peut recevoir dans l'Église, qu'on appelle une prière d'exorcisme, mais comme ça fait peur aux gens, de plus en plus souvent, maintenant on parle de prière de libération. C'est un exorcisme. Petit, bien sûr, mais c'est une façon de dire mal, fous le camp d'ici. Dans le diocèse de Moulins, il y a 2 exorcistes qui sont désignés par l'évêque. Les gens s'adressent directement parfois à eux, et eux, ayant entendu les personnes, disent allez voir votre curé, il a ce qu'il faut, des prières pour libérer du mal. I have a lot of problems and difficulties here from so many different areas, and I regularly see spirits here, like nearly every day. It's just a part of my psychological facility, and it's very normal for me. So that's life, or that's my life, you know. I had a quite strange experience. It was early this summer. It was like literally 36 degrees in my bedroom and I couldn't sleep. So I went into a different bedroom which was cooler. I was lying down and something came up and bit my hand. It obviously wasn't a real physical creature. It was an entity, but I felt everything. I felt the 2 teeth go into my hand. I actually felt pain, and when it happened I grabbed it because I'm trying to sleep and I get annoyed by constantly being disturbed. So my thought at that moment was, great, now I have to get up and I have to throw this thing somewhere. And as I got up and I realised, okay, it's not physically here, I just sort of shook my hand out and I was like, okay, so it's another night where I've been disturbed, and this time I actually felt pain. Combien de fois ne suis-je pas appelé pour bénir des maisons, rachetées par des personnes, mais qui me disent « Oui, on a besoin de la bénédiction parce qu'on a appris que dans cette maison, la personne précédente, où il y a quelques générations, s'était pendue, il y avait eu des tas d'histoires désagréables. On a l'impression que ça laisse des traces de poudre. Demander la bénédiction, c'est dire « Ben non, cette maison, elle est habitée par nous qui sommes croyants, et donc c'est la force de Dieu qui nous permet de ne pas nous laisser happer par quelque chose que nous ne maîtrisons pas. » I've had nice experiences, particularly when I first moved here. I had a lady appear in my bedroom, and that was incredible because I saw her face like half a metre away from me. I saw every single detail of this woman, and we were just looking at each other for about 3, 4, 5 seconds. But it was a long time, and enough for me to see, look at her mouth, look at her nose, her eyebrows, and then she, you know, sort of started to diminish and leave. And as she was doing that, I turned my head and I saw that she had her hair in a bun. I told my mother about this and she said, oh, it sounds like the lady who was in my room a few years ago. And she said, well, she's quite tall. She had sort of like a white shirt and a black robe, and she had her hair in a bun. She did that deliberately. She came to see who's this new person living in the chateau, because I'd only been there a few months. I've got my story that I'm telling you about her, but she's got her friends and she's saying the same thing. Oh, I saw this guy and he was in his bed and he looked like this. Why wouldn't she, you know, because I'm doing the same about her. So that's an entity. The way I see it is if you have a car and you turn the car on, you have smoke come out the exhaust. So the car has produced something that is not quite physical and it eventually dissipates. But you can walk into that smoke and cough and have a bad time. That's what entities are, in my understanding. They're like offshoots of people and psychological energy. Bienvenue au château de Vos, dans l'Allier, au cœur de la France. Nous sommes aussi au cœur de la grande histoire de France. Ce château est toujours habité aujourd'hui, bien qu'en situation de grand péril, et je vous invite à le découvrir avec moi. Et là, on commence à voir les dégradations. Ça avait commencé à s'effondrer déjà il y a environ 15 ans. Ça n'est pas allé en s'améliorant. Nous sommes face à la grande aile de commun qui est malheureusement en train de s'effondrer.
En échangeant avec Jérémy, il m'avait fait notamment remarquer quelque chose qui est du côté de l'aile nord du château. Un énorme tas de bois où il me disait, bah voilà, j'ai réussi à déplacer ça en 4 jours et à vider certaines pièces, je suis content. Pour un château, il faut demander des bénévoles, il faut demander de l'aide, il faut du soutien pour ça. Un peu plus tard, en fait, c'est lui qui m'a recontacté par mail en disant qu'il avait vraiment besoin d'aide pour ce château, qu'il fallait vraiment l'entretenir, tout ça. Et on en est arrivé à un accord. Je t'aide à entretenir le château, mais en échange, laisse-moi carte blanche pour mes recherches par rapport à tout ça. Vos, c'est une bâtisse très très séduisante. Les acquéreurs qui l'ont eu, l'un a vendu tout ce qu'il avait, M. Tagori de la Tour, pour essayer de le restaurer, il n'y est pas arrivé. L'actuel propriétaire a fait la même chose. La tour mal coiffée, les créneaux se sont écroulés en 2005. Et donc à la suite de ça, il y a eu un plan de sauvetage qui a été initié avec la DRAC. Et puis Madame Mincer, sur les conseils d'une association de sauvetage du château, a fait arrêter tous les travaux. On est quand même, si je ne me trompe pas, sur au moins 120 pièces minimum, réparties sur 2 étages. Je pense qu'il y a au moins une dizaine de millions d'euros, entre guillemets, juste pour maintenir le château. Il faut qu'on trouve un acquéreur qui remette en état, qui mette un projet derrière, qui permette que le château vive, sourit. Some days you're like, I just don't know how I'll ever pull this off. I don't know how I'll ever manage selling this château. Ce qu'on voit, c'est que ces bâtisses aujourd'hui ont besoin d'être transformées au niveau du financement. Donc il faut mettre des outils en dessous qui les valorisent. Je ne suis pas sûr que les fantômes soient le meilleur moyen. I had a lot of people say, don't mention the ghosts, don't mention Lucy, especially when it comes to like the authorities, like the old school businessmen with the money. They think, oh, that's ridiculous, this is the stereotype. But funnily enough, the new potential buyer is actually very interested in ghosts and would love to continue. I said, if I buy the chateau, will you give me your database of all the people who've come from the last 5 years? I'd love to continue that. J'ai rencontré bon nombre d'acheteurs potentiels qui, même par la suite avec mes découvertes et mes recherches, m'ont contacté directement en fait pour dire quels sont les travaux à faire, quel est le poids historique finalement derrière tout ça. Les États-Unis, donc 300 ou 400 ans d'histoire, donc eux ça les surprend, c'est quelque chose de grandiose pour eux. Mais ils ne connaissent pas forcément l'administration française. Donc le fait d'expliquer ce que c'est la DRAC par exemple, les différentes organisations, quels sont leurs rôles, qu'est-ce que ça veut dire en gros concrètement être classé monument historique, c'est que l'État va accepter d'avoir la moitié de la responsabilité et le propriétaire a l'autre moitié de la responsabilité. Ils sont obligés, les deux, à maintenir d'un point de vue historique certaines formes, certains murs. Lorsqu'on a un toit en vieille tuile, il faut réutiliser les vieilles tuiles, on ne peut pas se permettre de mettre de l'acier. Je trouve que ceux qui y ont travaillé, ceux qui ont vécu, sont arrivés à faire quand même quelque chose de solide, parce qu'il y a 50 ans que c'est plus ou moins à l'abandon, et il est encore solide. Je dirais à la personne qui s'intéresse beaucoup au paranormal et qui souhaiterait se lancer dedans, d'abord de se poser la question principalement quelle est sa foi et sa raison d'être. C'est un cheminement en fait la spiritualité, c'est une progression et le paranormal en fait partie. Je vais dire qu'à partir du moment où, dans ce que je crois, il y a le monde visible, ce que je vois, celui-là, il me parle. Mais il y a aussi, je crois, tout le monde invisible. J'ai de la peine à le comprendre puisque je ne le vois pas. Mais je sais qu'il existe. Et s'il me dit quelque chose de la grandeur de Dieu, je le prends avec bonheur. Si ce monde invisible me paraît un peu effrayant, il est peut-être aussi de Dieu, mais je m'en éloigne. Si, en étant croyant, on devait dire « je ne regarde le monde qu'à travers les lunettes de la Bible et je veux tout ignorer du reste », on ne peut pas être croyant dans ces cas-là. Ça s'appelle du fondamentalisme et il y en a plein en ce moment de fondamentalistes, de toutes espèces, dans toutes les religions. Mais je trouve que c'est un peu déplacé. It's kind of funny when it kind of all boils down to something quite simple. I realised that I actually want very simple things. I want a solid relationship in a nice, safe, warm environment, and
It's like standing at the bottom of Everest and looking up and thinking, how am I ever going to get up there? But I realised you don't do that because you would never get up there. You just look 1 metre ahead of you and you go, oh, I just need to get there. And you keep doing that, and before you know it, you're halfway up. And so just keep doing that, because that's the only way you're going to have a happy life, because you're always going to have problems. They'll never go. So you've got to figure out, in the middle of all this stuff that I don't like, how am I going to find happiness? That's the answer to everything, you know?